Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la grande manifestation contre le plan de rigueur a dégénéré en Grèce. 3 personnes ont été tuées dans l'incendie d'une banque déclenché par un cocktail Molotov. De violents affrontements ont éclaté aussi devant le Parlement. Les marchés financiers restent plombés. Nous serons en direct à Athènes dans un instant. En France, après les vagues géantes, le grand nettoyage a commencé sur la côte d'Azur. Routes, parkings, restaurants, bateaux, de Menton à Hyères. Les dégâts sont estimés à plusieurs millions d'euros. Nicolas Sarkozy veut accélérer contre l'absentéisme à l'école. Dans une centaine d'établissements en zone sensible, les proviseurs pourront choisir leurs enseignants. Une dizaine d'internats ouvriront en 2011 pour les élèves les plus durs. Une première bonne nouvelle au large de la Louisiane. L'une des 3 fuites de pétrole à l'origine de la pollution a été colmatée. La nappe n'a toujours pas touché les côtes. Nous irons en Grande-Bretagne. La campagne électorale la plus indécise depuis 25 ans s'achève cette nuit. David Cameron garde une courte avance. Qui est-il vraiment? Quel est son programme? Éléments de réponse à suivre. Et puis les mystères du coma. La science progresse. Des chercheurs décèlent des signes de conscience chez des patients catalogués comme végétatifs. Histoire de résurrection, c'est le dossier de cette édition. Bienvenue dans ce journal. La Grèce est ce soir sur le fil du rasoir. La crise a donc fait ses premiers morts. Des commandos de casseurs sont passés à l'action. Une banque a été incendiée. 3 personnes, dont 2 femmes, ont été tuées. Elles sont restées coincées à l'intérieur. Julien Beaumont, Annie Triboire. Une agence bancaire en feu, incendiée par des cocktails Molotov, en plein centre d'Athènes. Nous sommes en début d'après-midi. À cet instant de la journée, 20 personnes sont à l'intérieur. 3 d'entre elles, 2 femmes et un homme, vont périr, pris au piège par les flammes et la fumée. J'ai vu 3 personnes au 3e étage sur le balcon. Et ils ont pu sortir? Ils étaient bloqués, l'un d'entre eux a sauté, les 2 autres ont dû mourir. 3 morts. Un drame en marge de la manifestation. Le Parlement a observé 1 minute de silence. Depuis la fin de la matinée, la tension était palpable dans les rues de la capitale. 30 000 manifestants selon la police, massés devant le Parlement. Et un slogan lancé à l'égard des politiques, Klestes, voleur. La foule décide alors de se diriger vers le Parlement. Les forces de l'ordre, surprises, ripostent avec leur gaz lacrymogène. Bousculade dans l'escalier, une chaîne les empêche de ressortir. Les forces de l'ordre renforcent leur protection face à des manifestants dont certains commencent à devenir violents. Derrière, les casseurs, habillés en noir, s'organisent. Ils ramassent des pierres et lancent des cocktails Molotov aussitôt sur les bus de la police. Une partie du cortège va bien tenter de calmer le jeu. Sans succès. Il est 16 h. La plus grande partie des manifestants se disperse, laissant face à face des petits groupes masqués et des policiers. Les casseurs s'en prennent à des bâtiments, à un camion de la police, à un autre des pompiers, à des engins de chantier. La capitale est placée en état d'alerte générale, une mesure rare qui permet de mobiliser toutes les forces disponibles. L'assaut est donné. Premières arrestations. Selon les constatations, il s'agirait d'anarchistes peu structurés. Au milieu des débris, la police anti-émeute quadrille la ville. Athènes et Thessalonique auront vécu 5 heures sous haute tension. Bonsoir Sophie Brune, vous êtes en direct à Athènes. Vous avez suivi toute cette journée. D'abord, est-ce que le calme est revenu ce soir? Oui David, le calme est revenu ce soir. Vous l'avez vu, la manifestation, le gros de la manifestation s'est dispersé vers 16 h. Il y a eu ensuite quelques échauffourées pendant encore environ 2 heures. Mais ce soir, le centre-ville d'Athènes est calme, très calme, presque désert en fait. Sophie, est-ce que ce drame peut renforcer les divisions ou au contraire peut provoquer un choc et rassembler la population? Quel est l'état d'esprit à Athènes?
Alors c'est difficile de savoir dès maintenant si effectivement ce drame peut avoir des conséquences et diriger l'opinion publique vers l'un côté ou vers l'autre. Ce n'est pas sûr que cela se produise. Il faut savoir quand même que la plupart des manifestations précédentes ont connu des incidents extrêmement violents, certes sans mort, mais des incidents violents quand même. Ce qui est sûr, c'est que ce drame ne va pas effacer la colère des Grecs qui s'est exprimée aujourd'hui dans la rue, dans le cortège. Nous avons croisé avec Annie Triboire de nombreux manifestants vraiment très énervés. Il y a un sentiment d'injustice très fort qui habite les manifestants. Une personne que nous avons interrogée nous disait la solution choisie par le gouvernement pour régler la crise, ce plan d'austérité, c'est la solution facile. Il s'attaque à nous, mais nous ne sommes pas responsables. C'est l'État qui vole le citoyen. Et lors de la manifestation, il y a eu un moment toute la foule rassemblée place du Parlement qui criait voleurs, voleurs en direction du Parlement. Ça donne une idée quand même du climat de méfiance qui règne ici. Et ce soir, le président grec a d'ailleurs affirmé que le pays était au bord du gouffre. Alors dernière chose précisément, et au-delà de cet incident, est-ce que cette manifestation peut remettre en cause le plan d'austérité ? Alors si on regarde tout simplement la mobilisation, la police annonce 30 000 manifestants à Athènes, c'est plus vraisemblablement autour de 50 000. Il y avait quand même beaucoup de monde, beaucoup plus de monde que lors des journées précédentes, mais on est quand même loin du compte au niveau syndical, puisque les syndicats eux-mêmes avaient fixé comme objectif 100 000 personnes. Alors ce n'est pas le raz-de-marée qu'ils attendaient. Le texte, le plan d'austérité est en discussion au Parlement, il est censé être voté dès demain et ce soir, rien n'indique que ce ne sera pas le cas. Sophie Brune à Athènes, merci Sophie. Alors précisément, on revient sur ce plan d'économie contesté aujourd'hui. C'est un traitement de choc. Le détail, Valérie Lerouge. Imaginez qu'en France, on augmente le prix des cigarettes de 5,50 € à 6,20 € le paquet, le litre d'essence de 1,40 € à 1,60 € en une nuit et qu'on baisse le salaire des enseignants par exemple de 15% en même temps. Voilà ce qui s'impose aujourd'hui aux Grecs. Les fonctionnaires seront les plus pénalisés, suppression de leurs primes correspondant à un 13e et 14e mois et d'autres indemnités diminueront de 8% après une première baisse de 12% en mars. Autre mesure qui touche toute la population, la fiscalité qui explose. La TVA est passée de 19 à 21% en mars dernier, ce sera désormais 23%. Une nouvelle taxe de 10% voit le jour sur les carburants, l'alcool et le tabac, et l'immobilier sera davantage imposé. Enfin, le Premier ministre grec s'en prend aux retraites. Les salariés devront travailler non plus 37 ans, mais 40 d'ici à 2015, et leur pension sera calculée sur la totalité de leur carrière au lieu du dernier salaire. Des mesures drastiques qui devraient être adoptées dès demain par le Parlement grec. Et en attendant, la confiance n'est pas revenue aujourd'hui sur les marchés financiers. La bourse d'Athènes dévisse à nouveau, moins 3,91. Paris reste plombé, moins 1,44. Nouvelle forte baisse à Madrid, moins 2,27. Notez aussi que l'euro atteint son niveau le plus bas depuis un an à 1,29 $. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette crise. Autre titre de l'actualité, les arbitrages de Nicolas Sarkozy contre l'absentéisme à l'école avec une mesure nouvelle. L'autonomie donnée aux chefs d'établissement dans certaines zones sensibles. Ils pourront choisir eux-mêmes les enseignants. Par ailleurs, le président de la République annonce l'ouverture en 2011 d'une dizaine d'internats pour les élèves les plus durs. Antoine Gaveau, Vincent Barral. Le casting des professeurs, voilà la dernière proposition de Nicolas Sarkozy pour lutter contre la violence scolaire. Un fauteur de trouble perd rapidement de sa superbe quand il a affronté non pas un professeur devenu bouc émissaire, isolé dans sa salle de cours, mais une équipe d'adultes unis. Le dispositif sera testé à la rentrée prochaine dans une centaine d'établissements difficiles. Ces professeurs pourraient aussi toucher une prime s'ils restent à la même place plusieurs années. À la sortie de l'Elysée, la mesure était ce soir plutôt bien accueillie par les inspecteurs d'académie. Il est important que les chefs d'établissement puissent choisir leurs équipes, qu'ils aient des équipes motivées et, comme l'a dit le président, des équipes stables. Autre proposition, renforcer le rôle des policiers référents. Dans 53 collèges et lycées très difficiles, un policier ou un gendarme aura son propre bureau. Prévenir, mais aussi intervenir plus vite en cas d'incident, voilà l'objectif. Manuela, absente. Lutter contre la violence, lutter aussi contre l'absentéisme, en suspendant dès la rentrée prochaine les allocations familiales si l'élève ne va plus en cours. Une loi devrait être votée contre l'avis des chefs d'établissement. Ce sont en fait des idées qui ont été expérimentées en Angleterre depuis une dizaine d'années, avec un insuccès assez probant, au point que les Britanniques aujourd'hui sont partis dans d'autres voies de réflexion.
Enfin, pour les élèves les plus difficiles, de nouvelles structures seront créées en 2011. Des internats de 20 ou 30 adolescents. Ils y auront des cours, feront du sport et pourront découvrir un métier. Allez jeunes, Les suites maintenant de ce coup de mer, comme on dit, sur les côtes du Var et des Alpes-Maritimes. On l'évoquait hier, des pontons brisés en morceaux, des restaurants dévastés, des parkings sous 1 mètre d'eau. En un quart d'heure à peine, les vagues géantes ont provoqué des dégâts estimés à plusieurs millions d'euros. Aurélia Guillemin, Philippe Maire. Côté mer, tout semble redevenu normal. Mais côté plage, c'est une autre histoire. Sur la promenade des Anglais, le coup de mer a balayé plusieurs restaurants. Ici, la vague s'est engouffrée sous le bar de l'établissement et a tout emporté. Là, vous avez tout ce qui est cuisine, tout ce qui est service technique derrière. Vous avez tout ce qui est sanitaire ici qui s'est complètement écroulé, affaissé. Il y avait un petit côté apocalypse. Une impression qu'on comprend mieux en voyant ces images, filmées au moment le plus fort de la houle. On y voit le restaurant Castel, noyé sous des vagues de 6 mètres de haut, en seulement quelques minutes. La force, la puissance qu'elle avait, quand ça tape ou quoi, ça fait l'effet d'une bombe, hein, c'est incroyable. Moi je dis, j'ai l'habitude de la mer, mais là ça fait peur. Hein. La dépression a débuté à 400 km des côtes, près des Baléares. Le vent a d'abord soufflé à 100 km/h pendant plusieurs heures, puis, exceptionnellement orienté vers le nord, la houle a frappé la baie de Nice de plein fouet. Un phénomène rare qui s'était déjà produit en 1959. À l'époque, des vagues de 8 mètres avaient franchi la promenade des Anglais et envahi le centre-ville. Cette fois, l'eau n'est pas allée jusque-là. Là, il faut faire attention parce que le bâtiment, il est très lourd, lui. Hein, mais les dégâts sont importants. De Fréjus à Menton, aucune commune n'a été épargnée. Et il y a une ville où l'on s'active tout particulièrement. Il s'agit de Cannes, où le festival du film doit commencer dans une semaine. La Croisette a été balayée par la mer. Reportage Nathalie Jourdan, Virgile Liado. Des carcasses embrochées. Sur le quai du Vieux-Port, la houle a emporté 22 véhicules. Le parapet de la digue a cédé. Plus bas sur la plage, le sable a envahi les restaurants. Hier, 15 h, la Croisette essuie une attaque éclair. La route du bord de mer devient torrent, mais l'image forte de ce coup de mer, c'est cette vague. Je me suis retrouvé 50 cm sous l'eau, j'ai vu la tasse, j'ai eu de la chance. 24 heures après, le chantier est énorme. Tous les restaurants ont été touchés, mobilier noyé, pontons dévastés, il faut tout déblayer. Nous avons mis en place un système d'évacuation des déchets 24 heures sur 24 pendant 3 jours, donc ce qui leur permet de déblayer sans avoir de problème. On a des équipes qui manuellement vont venir sur le littoral. Troisièmement, on met des premières protections lorsque les coups de mer arrivent. Et la sécurité civile de Brignoles est venue en renfort, des bras supplémentaires pour être prêts à l'heure. Le festival commence dans une semaine, les installations avaient déjà débuté, elles n'ont pas été épargnées. J'ai perdu 4,50 m de plage et maintenant on va tout restabiliser pour pouvoir lever moi et être à l'heure, quoi. C'est un peu l'objectif. Le compte à rebours a commencé, du spectacle en perspective avant l'arrivée des vraies stars. Et puis un mot de ce retour surprise de la neige. Elle est tombée aujourd'hui encore, mais un peu plus haut, sur le Massif central et les Pyrénées. 20 cm de poudreuse ici dans la vallée d'Orlou, dans l'Ariège, image signée Olivier Combe. À la mi-journée, plusieurs milliers de personnes étaient encore privées d'électricité. Une première bonne nouvelle, je vous le disais, au large de la Louisiane. Après plusieurs jours d'efforts, l'une des 3 fuites de pétrole à l'origine de la marée noire a été colmatée. Sophie Mézel avec Maryse Burgot et Aaron Diamond. La nappe de pétrole ne cesse de se répandre dans le golfe du Mexique. Elle atteint aujourd'hui 200 km de long pour 110 de large. Et les opérations pour la contenir ne rencontrent que peu de succès. Les associations écologistes américaines sont déjà sur place pour constater les dégâts. En s'effondrant, la plateforme pétrolière a provoqué 3 fuites. Elles proviennent toutes du riser, ce tuyau qui la reliait à la tête de puits. La plus faible, la 3e, a été colmatée aujourd'hui avec une valve, mais l'écoulement total n'en est pas pour autant ralenti. D'ici à ce week-end, une cloche, en réalité cette tour de métal de 12 mètres de haut pour près de 100 tonnes, viendra coiffer la fuite principale pour tenter d'en ralentir le débit. Mais la piste la plus prometteuse, c'est cette plateforme, ce qu'on appelle un relief well, un puits de dérivation.
BP est déjà en train de creuser à plus de 5 km sous le niveau de la mer pour rentrer en collision avec le premier puits et le tuer en y injectant de la boue et du ciment. Là, ça va demander 2 à 3 mois. BP dit 3 mois dans sa dernière estimation. Et là encore, la durée n'est pas une garantie de succès, car il s'agit vraiment d'une opération extrêmement délicate sur le plan technique. Sur les côtes d'Alabama, on redoute l'arrivée de la nappe. Certains puits de pétrole sont si proches qu'on les voit de la plage. Les habitants ne les remarquaient même plus avant l'arrivée de la marée noire, mais aujourd'hui, ils fustigent les pétroliers. Ce pêcheur, par exemple, est convaincu que cette tortue est morte parce qu'elle a ingéré du pétrole. Et les barrières anti-marée noire n'y changeront sans doute pas grand-chose. Des nouvelles de nos deux confrères et collègues enlevés en Afghanistan, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. Elles étaient plus rares ces derniers jours. À l'Assemblée nationale, Bernard Kouchner a indiqué qu'ils étaient déplacés de maison en maison, mais qu'ils n'avaient sans doute pas été transférés au Pakistan, comme on l'a craint récemment. Toujours en Afghanistan, sachez qu'une attaque de talibans a fait 4 morts, dont une députée dans le sud du pays. Et voici, à ce propos, un document qui en dit long sur l'évolution de cette guerre. L'une de nos équipes a pu accompagner une unité américaine chargée précisément de traquer et d'arrêter les talibans. Peut-on parler d'avancée, de progression? Chacun se fera son idée. Envoyés spéciaux Renaud Bernard, Christophe Kenck. Il le guide avec précaution. Aveuglé par un masque en tissu, entravé, ce taliban est un prisonnier de guerre. Pour les Américains, c'est un détenu de grande valeur, un spécialiste des explosifs. On le soupçonne de fabriquer des mines artisanales. On a des preuves contre lui, on a trouvé des indices. C'est maintenant à ceux qui vont l'interroger de vérifier tout ça. Le taliban a été arrêté juste après l'explosion de cette voiture. Un pick-up de la police afghane. Bilan, 1 mort et 3 blessés graves. Le suspect est maintenant transporté au quartier général. Pour l'escorter, il y a tout un convoi. Ici, l'artificier taliban semble encore plus perdu. Mais les soldats veulent nous montrer qu'il est traité avec respect. L'armée américaine est encore hantée par le scandale d'Abu Ghraib, la prison de la honte en Irak. Un interprète afghan va maintenant lui poser les premières questions. Lui aussi a le visage caché. Le suspect nie tout en bloc. Il dit qu'il s'appelle Abdul Rahman, qu'il est du village de Khaloul, qu'il n'est que chauffeur, qu'il a un pick-up, et c'est tout. La province de Zaboul, au sud-est de l'Afghanistan. Un bastion des talibans, de la mouvance la plus radicale. Son nom, le groupe Haqqani. Les Américains y ont construit des postes avancés. Comme celui-ci, Four Lane. C'est de là qu'ils lancent leurs opérations. Objectif du jour, un village isolé. Les soldats opèrent avec la police afghane. Ils investissent une première ferme. Les femmes et les enfants sont mis à l'écart. Puis la fouille commence. Dans cette maison, le fils de la famille reste impassible. Allez, dehors, on va te poser des questions. Sors. On sait que les talibans viennent souvent ici. Combien de fois les a-t-il vus? Il dit qu'ils ne viennent plus depuis 1 an. Ils venaient, mais c'est fini. Pour le lieutenant, impossible de savoir si cet Afghan dit vrai ou s'il soutient les talibans. On trouve des armes de temps en temps, mais pas toujours. On vient surtout pour empêcher les talibans de s'établir durablement dans le village. Ça les oblige à déménager tout le temps, parce qu'ils savent qu'on peut revenir à tout moment. Dans des villages comme celui-ci, tout au long de la frontière avec le Pakistan, on estime que pas plus d'un habitant sur 20 soutient sincèrement la présence de l'armée américaine. La raison est simple, de l'autre côté de ces montagnes, c'est la base arrière des talibans, et quand les soldats américains seront partis, les combattants islamistes vont revenir. La population est prise entre le marteau et l'enclume. Ici, dans cette région, le Malek, le chef du village qui se dit favorable au gouvernement de Kaboul,
nous explique qu'il est dans une position intenable. À chaque fois que les Américains, l'armée afghane ou la police ont le dos tourné, les talibans reviennent. Et ils détruisent tout pour nous punir d'avoir collaboré. Le pont sur la rivière, les puits, l'école, le dispensaire. Une population terrorisée, un ennemi invisible. Après 8 ans et demi de guerre, le conflit afghan semble totalement enlisé. Et ne manquez pas à ce propos le nouveau numéro du magazine Géopolis consacré à Al-Qaïda. C'est à lire, à voir et à entendre sur la page info du site france2.fr. Toujours à l'étranger, les dernières heures de la campagne électorale en Grande-Bretagne, l'incertitude est totale. Le candidat conservateur David Cameron garde une courte avance. Qui est-il vraiment? Quel est son programme? Élément de réponse, Jacques Cardot, Stéphane Guillemot à Londres. Est-ce que l'Angleterre va gagner la Coupe du Monde? Allez, allez, est-ce qu'on va la gagner? La victoire, il ne pense qu'à cela, et pas seulement pour la prochaine Coupe du Monde de football. Malgré son jeune âge, 43 ans, David Cameron prépare ce moment depuis déjà longtemps, et jamais il n'a senti la victoire si proche. Est-ce que vous pensez redonner confiance à ce pays? Il faut d'abord gagner, mais avec un nouveau gouvernement, un nouveau départ, nous allons mettre ce pays dans la bonne direction. Et vous êtes confiant? C'est pas encore gagné. Et pour l'emporter, il ne néglige rien, surtout pas le soutien du très populaire maire de Londres, Boris Johnson, venu faire campagne avec lui dans ce quartier défavorisé. Qu'est-ce qu'il peut apporter au pays, David Cameron? L'espoir. L'espoir et le changement. Avec sa femme Samantha, enceinte d'un 4e enfant, David Cameron veut aussi promouvoir les valeurs de la famille. Descendant direct du roi Guillaume IV, fils d'un cadre de la City, il est malgré tout un réformateur. Il a introduit l'environnement dans le programme de son parti et veut augmenter l'aide publique au secteur de la santé. Un choix qui vient d'une douleur personnelle, celle d'avoir perdu son fils alors âgé de 6 ans et atteint d'épilepsie. On a beaucoup appris, notamment de ce que l'on doit faire à propos d'un enfant handicapé. Mais Cameron n'a rien d'un tendre. Il considère que Londres a cédé trop de terrain à Bruxelles et dit vouloir être dans l'Europe sans être dirigé par l'Europe. Il promet aussi de durcir les lois sur l'immigration, de couper les allocations en cas de refus de la première offre d'emploi. Son premier souci sera avant tout de résorber l'énorme dette qu'accuse le pays. Bonsoir Jacques Cardoz, on vous retrouve en direct à Londres. Bonsoir David. Que disent les derniers sondages? Eh bien écoutez, une chose est sûre David, les 3 principales formations du pays seront représentées ici au Parlement de Westminster. Le problème c'est dans quelle proportion. Alors a priori, David Cameron arriverait en tête selon les sondages avec 35% des voix, devant Gordon Brown 27% et Nick Clegg seulement 26%. Le problème c'est que cette élection n'est pas une élection proportionnelle et les 3 candidats qui sont en lice se jettent à corps perdu dans cette bataille pour tenter de gagner les dernières circonscriptions, les circonscriptions clés qui pourraient faire basculer l'élection. Par exemple, David Cameron a parcouru pas moins de 15 000 km ces 10 derniers jours. Il a même fait campagne de nuit. C'est une élection extrêmement bizarre qui pourrait donner des résultats très particuliers demain soir. On pourrait très bien se retrouver avec un vainqueur en voix mais pas en siège. On pourrait aussi se retrouver avec un vainqueur de l'élection mais qui ne deviendrait pas Premier ministre. Et mieux David, on pourrait aussi se retrouver avec un perdant qui deviendrait Premier ministre. Jacques Cardoz à Londres. Merci Jacques, ouverture des bureaux de vote demain matin. Il est 20h21, restez avec nous. À suivre la vérité sur l'épopée du voilier Tanit. 1 an après la prise d'otage d'une famille française par des pirates, Chloé Lemasson raconte toute l'histoire. C'est bien une balle française qui a tué son mari. Les mystères du coma, on verra que la science avance et sait déceler des signes de conscience chez des patients catalogués comme végétatifs. C'est le dossier de cette édition. Et puis la comédie de la semaine, un séducteur, un romantique, qui va trouver l'amour? C'est la trame du dernier film de Dominique Farrugia qui sort aujourd'hui. D'abord donc la détermination d'une femme et d'une mère. Vous vous souvenez sans doute de ce drame dans l'océan Indien l'an passé. Une croisière en voilier, une prise d'otage par des pirates, une opération commando de l'armée française et au bout, la mort du skipper Florent Lemasson. Eh bien aujourd'hui, son épouse témoigne, elle se défend de toute imprudence et l'État reconnaît sa responsabilité. Franck Genozo, Mathias Barrois. Ce devait être le voyage de leurs rêves, direction les côtes paradisiaques de Zanzibar. Il y a plus d'1 an, Chloé Lemasson embarque sur Tanit, un voilier de 12 mètres, en compagnie de son mari Florent, de son fils Colin, 3 ans, et de 2 amis.
Pour limiter les risques dans une zone infestée de pirates, ils décident de passer à plus de 600 km des côtes somaliennes. Mais sur leur chemin, ils sont abordés par un groupe d'hommes armés. D'un coup, on se retrouve avec 5 hommes qui crient dans tous les sens, qui sont très énervés, tendus. Et pour cause, ce voilier est en fait leur dernière chance, ils sont affamés. Quand on les récupère, ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus d'essence, ils sont en train de crever, vraiment. Ça fait plus de 24 heures qu'ils n'ont plus rien et qu'ils sont en plein océan. On essaye de leur dire qu'on va les ramener chez eux, coûte que coûte, qu'on peut leur donner à manger, on peut leur donner à boire, on peut leur donner des vêtements. Les pirates sont calmes jusqu'à l'arrivée de la marine française. S'en suivent plusieurs journées de négociations, propositions de rançon, d'échanges, sans succès. Au matin du 10 avril, les forces spéciales donnent l'assaut. J'étais immobile, je protégeais ce que je pouvais protéger, j'étais concentrée sur Colin, mais j'étais juste résignée. Je n'ai pas pensé une seule seconde revenir sans Florent. Très vite, le petit Colin et sa mère sont mis en sécurité. Mais Florent Lemasson, lui, est abattu d'une balle en pleine tête. Une balle tirée par un militaire français a aujourd'hui reconnu le ministère de la Défense. Chloé Lemasson, elle le savait depuis le premier jour. Il y a quelque temps, elle a même rencontré le marin qui a appuyé sur la détente. Je pense que c'était nécessaire autant pour lui que pour moi. Moi, j'avais besoin de lui dire que je ne lui en voulais pas à lui uniquement personnellement, que je faisais aussi la différence entre l'homme et le militaire, parce qu'il était là dans le cadre d'une fonction. Et puis aussi pour lui demander comment il avait pu faire une telle erreur. Chloé Lemasson a refusé l'indemnisation et l'emploi que lui proposait le ministère de la Défense. Elle a écrit son histoire pour, dit-elle, que son fils sache que Florent Lemasson n'était pas un inconscient, juste un voyageur au long cours qui voulait réaliser son rêve. La justice encore, pas d'avancée dans l'affaire Grégory. Les analyses ADN effectuées récemment sur un timbre, une lettre et sur des cordelettes ne mènent à aucune piste. On s'y attendait un peu. Les enquêteurs vont maintenant analyser les enregistrements audio des appels téléphoniques du fameux corbeau qui harcelait les parents de l'enfant. La santé, avec les progrès de la science dans un domaine qui reste peu connu, le coma et plus généralement les états végétatifs. Que se passe-t-il dans la tête d'une personne qui ne peut ni bouger ni s'exprimer? Eh bien, les chercheurs commencent à comprendre les mécanismes de la conscience avec, vous allez le voir, des conséquences directes et concrètes pour les patients. C'est le dossier de cette édition. Il est signé à Liège, en Belgique. Nathalie Sapena, Jean-François Monnier. Ouais. Allez Patrice, essaye un peu de tirer la langue, tire-moi un peu la langue. Patrice Verbruggen a 25 ans. Un accident de mobilette il y a 9 ans l'a plongé dans cet état. Entièrement paralysé, incapable de parler, la dépendance totale. En le massant, la neuropsychologue essaye de le stimuler. Allez Patrice, faut essayer de bien se réveiller, hein, c'est important que tu sois en forme. Car malgré les apparences, Patrice Verbruggen comprend ce qu'elle lui demande. Essaye un peu de toucher le peigne. Très bien. Ok, on va remettre sa main là, c'est peut-être plus simple. C'est difficile pour lui ces exercices? Très difficile, qu'il doit se concentrer, même s'il est dans un état végétatif avec conscience minimale, qu'il comprend bien, même s'il ne sait pas s'exprimer verbalement, il comprend bien qu'il fait ce qu'on lui demande avec un certain temps, c'est un fait, quoi. En effet, d'un point de vue médical, il est aujourd'hui diagnostiqué en état de conscience minimale, capable donc de réactions intentionnelles. Ce qui est très différent de l'état végétatif, où le patient a les yeux ouverts, mais aucun signe de conscience. Quant au coma, le patient garde les yeux fermés, totalement inconscient. Mais face à ces patients qui n'expriment presque rien, il n'est pas facile de repérer des signes de conscience. L'usage de ces tests est encore trop peu répandu et les erreurs de diagnostic sont fréquentes. Il réclame à manger. Ah, il a faim. Quand on n'a pas de réponse, parfois, c'est pas parce qu'il n'y a pas de conscience, mais parce qu'il y a un problème pour l'exprimer. Il faut de manière standardisée et systématique évaluer les petits signes de conscience et de manière répétée avant de poser un diagnostic tellement important comme celui de l'état végétatif. On a longtemps cru qu'il n'y avait aucun avenir dans des cas comme celui-ci. Mais ici, à l'hôpital de Liège, en Belgique, la recherche sur les états végétatifs fait des pas de géant. Patrice Verbruggen est venu pour passer une batterie d'examens pendant une semaine. Électroencéphalogramme, PET-scan, IRM, tout ce qui existe pour évaluer au plus précis l'état de son cerveau.
Car certains de ces patients peuvent progresser. Ainsi, Patrice Verbruggen, chez lui, avec des jeux, des massages, des exercices de musculation, il est stimulé toute la journée par une dizaine de bénévoles qui se relaient à son chevet. Et au fil du temps, ces phases de conscience deviennent plus fréquentes. Regarde, je suis là, Nounou. Regarde, t'es filmé dans la caméra. Un travail immense, chaque geste de la vie quotidienne doit être exécuté par une tierce personne. Il va mettre peut-être 1 heure pour manger, et on s'y reprend 3 fois, 4 fois, pour arriver qu'il mangera toute son assiette. C'est un bébé dans le corps d'un homme, quoi. Et bon, Ses parents sont animés par un espoir fou que leur fils retrouve la parole, comme cet Américain qui s'est réveillé spontanément après 19 ans d'état végétatif. C'était il y a 7 ans. Aujourd'hui, on connaît beaucoup mieux le fonctionnement de la conscience. C'est un réseau de connexion à partir du thalamus, entre les régions temporopariétales et préfrontales. Quand ces connexions s'interrompent, la conscience disparaît. C'est ce qui se produit pendant le coma ou l'état végétatif. Ces découvertes sont dues au professeur Steven Lorez. Il envisage à présent d'implanter des électrodes dans les tréfonds du cerveau, dans le thalamus. On peut en effet espérer qu'avec les électrodes qui vont donner une stimulation électrique, que ce noyau-là va être plus efficace dans l'activation de la matière grise. Patrice Verbruggen pourrait participer à cet essai clinique particulièrement novateur. Des recherches porteuses d'espoir, mais qui ne doivent pas masquer la réalité. Trop souvent, ces patients en état végétatif sont négligés par la médecine. Du cinéma avec la sortie aujourd'hui d'une comédie romantique et burlesque. L'amour, c'est mieux à deux. Virginie Efira, Clovis Cornillac, Manu Payet. Qui va trouver l'âme sœur? Marie-Jo Jouan, Bruno Giraudot. Pourquoi moi j'ai pas droit à ma rencontre avec une femme qui me plaît? L'un est romantique. Pour lui, amour rime avec toujours. Le second, sans exagérer, a un sexe à la place du cerveau. La rencontre. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait l'amour? Je dirais entre 10 minutes et un quart d'heure. Deux amis pour la vie aux visions sur les femmes totalement opposées. Regarde. C'est le coup de foudre. Vous croyez au coup de foudre? Je crois surtout en l'amour. Alors après, le coup de foudre... Il est possible, mais il peut y avoir des coups de foudre passionnels, il peut y avoir des coups de foudre... Mais je crois surtout en cette petite chose magique qui fait tenir deux personnes ensemble. Coup de foudre ou stratégie? J'ai envie de vous dire bravo. J'ai pris une leçon de droit, d'éloquence. Oui, non, mais une autre fois, parce que là, c'est pour montrer à un ami... Enfin bon. Tu vois? C'est génial. Ni l'un ni l'autre ne fait fantasmer quand même, parce que entre celui qui est trop axé sur le sexe et qui prend la femme pour un objet, et l'autre qui est trop romantique, mais à en devenir un peu bêta. Donc il nous faudrait un mélange des deux pour bien faire, je pense. Je connais beaucoup de femmes qui savent faire le crottal. Et si les hommes ont la vedette, les femmes ne sont pas vraiment des potiches. La femme est vraiment là, avec un vrai rôle à défendre, dans l'humour. On n'est pas un faire-valoir des hommes. C'est qui la bombasse en short, là? Une variation sur l'amour un peu plus. Et la fille en fauteuil, là-bas, c'est Hélène, sa sœur. Dominique Farrugia, atteint lui-même de sclérose en plaques, a tenu à donner une place aux handicapés. C'est impressionnant de les voir jouer. Et c'est amusant en même temps, et on en rit, et on rit avec eux, on rit pas d'eux. Résultat, un joli film, mélange d'humain et de dérision, avec en bonus une cascade de happy end, comme on les aime. Voilà, avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. La grande manifestation contre le plan de rigueur a dégénéré en Grèce. 3 personnes ont été tuées dans l'incendie d'une banque déclenché par un cocktail Molotov. De violents affrontements ont éclaté aussi devant le Parlement. Les marchés financiers sont restés plombés aujourd'hui. Merci à vous tous. Tout de suite la météo, Laurent Romeshko qui vous conseille de garder votre petite laine. 20h35 le retour de la Cour des Grands. 23h05 Guillaume Durand. 1h25 Philippe Lefay. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.